Alors, nous sommes au XXIe siècle, ça ne vous aura pas échappé, en France, 7e puissance économique mondiale, et grand pays de recherche pharmaceutique. Et il n'est plus possible de trouver de l'amoxicilline dans certaines pharmacies. Alors, je sais, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, on connaît tous la publicité. Mais je vous le rappelle, pour certaines infections bactériennes, même des angines, les antibiotiques, c'est nécessaire, et ça peut être vital. Alors, comment en sommes-nous arrivés à des pénuries de médicaments qui nous empêchent de soigner correctement des angines ou de prévenir des bronchiolites, et notamment pour les nourrissons? Alors, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 2017, l'Agence du médicament recensait 530 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en rupture de stock ou sur le point de l'être. En 2020, 2500 signalements, et en 2023, on en dénombre presque 5000. Alors, derrière ces chiffres, il y a l'épuisement des patients qui errent en vain de pharmacie en pharmacie à la quête de médicaments parfois vitaux. Et je pense que les uns et les autres, on en a dans nos circonscriptions. Il y a l'impuissance des parents qui ne parviennent pas à soigner leurs enfants alors que les traitements existent. Il y a le désespoir des personnes âgées, réduites à prendre en mal, en patience. Il y a des soignants, souvent déjà en burn-out, qui se démènent pour pallier les pénuries avec les moyens du bord, y compris à l'hôpital. Les médicaments cardiovasculaires, anti-infectieux et anticancéreux, dont la vie de millions de citoyens dépend, sont fortement touchés par ces ruptures d'approvisionnement. 3/4 des médecins estiment que ces pénuries entraînent une perte de chance pour les patients. Soigner plus tard, vous le savez, c'est soigner trop tard. Plus on attend avant de recevoir un traitement, plus la guérison peut s'avérer compliquée. Ces pénuries de médicaments s'ajoutent, je le signale aussi, à une pénurie de médecins. Le nombre de médecins généralistes installés en France a baissé de 8% entre 2010 et 2023. Et puis ces pénuries de médicaments s'ajoutent à un service public hospitalier au bord de l'effondrement. C'est un tout. Alors pour le service public hospitalier, je vous prends juste un exemple. Dans ma circonscription, à Marseille, on manquait au début d'année de manip radio. Ça n'a même pas fait la une des journaux. Mais ça a eu des conséquences très concrètes de suppression de scanners programmés et de restriction de l'activité d'urgence. Et donc, quand on regarde l'ensemble du système, ce qui est effarant, c'est que le meilleur système de soins du monde a été saboté. Alors comment en est-on arrivé là? C'est le résultat, selon nous, de décennies de marchandisation de la santé et de cadeaux faits aux multinationales du médicament, dont le seul objectif est de verser plus de dividendes à leurs actionnaires. C'est aussi le résultat, je suis désolé, d'un quinquennat d'inaction. 7 ministres de la Santé se sont succédés sans jamais inverser la tendance, au gré de feuilles de route et de coups de communication. La situation n'a cessé d'empirer. Faut-il vraiment, en réalité, s'étonner de ces pénuries? En vérité, la pénurie n'est pas une défaillance du marché, contrairement à ce que vous nous laissez croire. La pénurie est une arme des industriels. En effet, en diminuant leur production et en faisant du chantage à l'arrêt de la commercialisation, ils cherchent à obtenir les prix plus élevés pour leurs médicaments, comme le montre le rapport sénatorial de juillet 2023. Alors évidemment, la proposition du groupe socialiste va dans le bon sens. Résumons-la. Les laboratoires pharmaceutiques ont déjà l'obligation d'assurer un approvisionnement pérenne pour les médicaments qu'ils commercialisent. Mais au vu de l'explosion du nombre de pénuries, il est évident que ces obligations sont insuffisantes. Ce texte propose donc de fixer un seuil minimal de réserve que devront constituer les industriels pour anticiper les périodes de forte demande. Mais encore faudrait-il, pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, que ce seuil corresponde à 4 mois de consommation, et non à 2, comme c'est le cas dans la version adoptée par la Commission des affaires sociales. Ce texte a aussi le mérite d'augmenter les sanctions à l'encontre des laboratoires qui ne respectent pas leurs obligations. Notre groupe proposera d'instaurer d'ailleurs une sanction plancher et d'accroître le montant de l'astreinte journalière quand les laboratoires persistent dans l'illégalité. Il est louable, enfin, d'octroyer à l'Agence nationale de sécurité du médicament une prérogative de contrôle, à la fois sur pièce et sur place. Mais encore faudrait-il que cette agence dispose des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions de contrôle. Pour des tas d'autres services publics, on connaît le problème. Depuis 2018, elle n'a prononcé que 8 sanctions contre les laboratoires hors la loi, en exigeant des montants dérisoires comparés au profit de ces entreprises. Et sur ces 8 sanctions, aucune ne concerne les obligations de constitution de stock. Vous l'aurez compris, nous voterons pour cette proposition de loi. Mais est-elle suffisante? Non. Car il n'est pas tolérable que les actionnaires spéculent sur la vie des gens. Il faut prendre le problème à la racine. Le manque de stock n'est pas la seule raison des pénuries. D'ailleurs, le ministre le reconnaissait tout à l'heure. Il faut un grand plan d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement en médicaments. Cela passe par le conditionnement des aides aux multinationales du médicament, notamment le crédit impôt recherche, et c'est l'objet d'un amendement que nous avons déposé. Comment l'entreprise Sanofi, qui a pu supprimer 400 postes en 2021, alors qu'elle a bénéficié en 10 ans de plus d'1 milliard d'exonération d'impôts au titre du crédit impôt recherche? C'est une vraie question qu'il va falloir poser. Et cela passe évidemment par la création d'un vrai service public du médicament ayant vocation à assurer l'approvisionnement, notamment en médicaments stratégiques. Je vous remercie.